Aujourd'hui, on est à la ferme de Chassagne, avec Céline et François. Ils produisent des légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, des oléagineuses et des céréales, tout ça transformé en huile, en farine et en pain. Et la question que l'on se pose, c'est comment renforcer la résilience des fermes en grande culture grâce à des sols vivants. La ferme de Chassagne, avec ses 87 hectares cultivés, est une des pionnières en agriculture biologique. Et Céline et François comptent bien faire perdurer et rayonner cette vision de l'agriculture. Mon lien avec la bio, mon lien je l'ai depuis que je suis né, puisque mes parents se sont installés quasiment en agriculture biologique à la fin des années 70. Et moi je suis né en 69, donc je suis un des premiers bébés bio. Et donc j'ai continué sur les traces de mon père. Je suis la 7e génération sur cette ferme. Et ça fait plus de 50 ans que la ferme est en agriculture biologique. En fait, de par mon métier, je suis en lien quotidiennement avec cette nature et je ne peux plus la quitter. La nature, en agriculture, ça commence par le sol, qui est bien plus qu'un support. Le sol, c'est essentiel à l'agriculture. Sans sol, on ne peut pas produire. Notamment en agriculture bio, le sol, il est vivant. C'est important de respecter et de conserver cette vitalité du sol au travers de différentes techniques, comme les engrais verts, les rotations longues, le travail du sol superficiel, l'apport de compost. Tout ça, ça contribue à stimuler la vie du sol. Et plus la vie du sol sera stimulée, plus ce sol sera productif pour nos cultures. Et la boucle est bouclée. Pour nourrir le sol, comme le dit François, il faut lui donner de la matière organique. C'est seulement après avoir été dégradé par les insectes, les vers de terre et les micro-organismes du sol que les plantes pourront les assimiler et s'en nourrir. Alors François y ajoute du compost issu d'une champignonnière voisine qu'il échange contre de la paille produite sur la ferme. Nourrir le sol n'est pas le seul défi à relever en agriculture biologique. Il faut aussi protéger la culture de la concurrence des chardons, des rumex, des ronces des champs et autres chiens-dents qui colonisent les cultures d'année en année. Ces mauvaises herbes, c'est ce qu'on appelle en agriculture les adventices. Ces adventices, notamment les vivaces, si on ne les enlève pas, d'année en année, elles vont rester s'implanter dans les cultures. Donc elles vont concurrencer les cultures en eau et en nutriments. On ne peut pas se faire envahir par les adventices d'année en année, sinon après, on ne récolte plus rien. Quand on parle d'agriculture, on pense souvent à la charrue, au labour. Mais le labour est peut-être l'une des plus anciennes pratiques agricoles. Il consiste à retourner le sol pour l'aérer, enfouir les plantes adventices et puis le rendre plus meuble pour accueillir le prochain semis. Il est très efficace à court terme pour augmenter la production, mais aujourd'hui il est remis en question. Et oui, le passage régulier d'outils de travail du sol en profondeur détruit l'équilibre entre ces différentes couches. Il perturbe la vie du sol et l'empêche de décomposer correctement la matière organique qui ne sera donc pas assimilable par les plantes. En plus, le labour profond, entre 20 et 30 cm, modifie la structure du sol. Il retient moins l'eau et devient plus sensible à l'érosion. François préfère travailler le sol de façon superficielle, avec des outils légers et de petits tracteurs. Avant, on cherchait une parcelle propre, c'est-à-dire sans adventices. Mais en bio, la vision est plus nuancée. On tolère les adventices, mais s'il y en a trop, à un moment donné, il faut les maîtriser. Notre cahier des charges proscrit toute utilisation de pesticides. Donc on n'a pas le choix que de trouver des solutions alternatives à long terme avec les prairies et à court terme avec des solutions mécaniques. Donc le désherbage mécanique est une méthode de lutte contre les adventices. Justement, aujourd'hui, François doit biner les pois chiches. Le binage, c'est un travail superficiel du sol, sur quelques centimètres seulement. On se débarrasse mécaniquement des mauvaises herbes, les adventices, tout en aérant le sol. Grâce à ça, l'eau s'infiltre mieux et on se passe des pesticides. La base de la résilience de son système, c'est la diversité et les rotations longues des cultures. Et oui, pour empêcher les adventices de prendre le dessus sur la culture, maintenir un sol vivant et fertile, obtenir un rendement satisfaisant, sans labourer et sans pesticides, il faut penser long terme. C'est sur 8 à 9 ans que se prévoient ici les successions des différentes cultures, et ce sur chaque parcelle de la ferme.
Par exemple, sur une parcelle donnée, François produira 3 années de prairie, puis du tournesol, du blé, de la lentille associée à de la caméline, du petit épeautre, du pois chiche, à nouveau du tournesol, puis du petit épeautre avant de repartir avec 3 années de prairie. C'est cette rotation longue qui permet de ne pas épuiser les sols et de casser les cycles de vie des adventices. Le paysan doit être en permanence à l'écoute du vivant et faire preuve d'astuce. François sème certaines de ses parcelles en association de culture, comme ici des lentilles avec de la cameline. Les lentilles vont s'accrocher à la tige bien droite de la cameline et comme ça, elles seront beaucoup plus faciles à récolter. François l'a dit, l'agriculture est indissociable de la nature. Alors il entretient des haies de plus de 50 ans plantées par son père et il en replante de nouvelles. Tout ça sans pesticides. Donc après le remembrement, début des années 70, 7 km de haies ont été replantés par mon père. Des parcelles ont été redessinées, des parcelles homogènes d'environ 6 hectares. C'est important en fait de recréer ou d'avoir un écosystème lorsqu'on est en agriculture biologique, puisque l'écosystème il va héberger toute la biodiversité, à la fois végétale et animale. Donc les insectes, notamment pollinisateurs, les oiseaux, toute la chaîne des auxiliaires qui vont permettre de réguler les insectes, on va dire, dits nuisibles sur les cultures. François et son père ont choisi de planter des arbres et des arbustes d'essence locale et variée. Dans les haies qui bordent les parcelles de la ferme, on retrouve par exemple de l'érable champêtre, du prunelier, du tilleul, de l'aubépine ou du cornoulier sanguin. En plus, les parcelles font en moyenne 6 hectares, une taille optimale pour accueillir les oiseaux et les insectes, des précieux auxiliaires qui s'attaquent aux ravageurs des cultures, les insectes indésirables. Le paysan ne peut pas s'affranchir de la nature, on ne peut pas lutter contre la nature. Il faut travailler avec elle. Il faut la respecter et travailler avec elle. C'est pas toujours facile parce que c'est sur du long terme, c'est pas sur du court terme. C'est là la grande différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. L'agriculture et nature, oui, c'est un mariage à vie. Produire durablement sur une ferme, c'est cultiver de façon respectueuse de l'environnement. C'est ce qu'on vient juste de voir. Mais pour être durable dans le temps, une ferme doit aussi être viable économiquement et vivable humainement. Lorsque Céline s'est installée en tant qu'agricultrice avec François, il y a 10 ans, elle a justement apporté une activité de transformation des cultures, grâce à la meunerie et à la boulangerie sur place. Nos 2 paysans ont su valoriser leur filière et s'entourer. En collaborant avec des agriculteurs à proximité, ils ont diversifié leur gamme et leur clientèle et sont devenus moins dépendants des fluctuations du marché. Et non, nous ne sommes pas seuls derrière la marque Ferme de Chassagne. Initialement, oui, c'est vrai, l'aventure est née sur cette ferme. Nous sommes désormais 28 fermes associées, comptant quelques GAEC ou autres sociétés, donc quelques 32 producteurs associés actuellement. Donc la ferme de Chassagne est devenue les fermes de Chassagne. Grâce à cette marque, les 28 fermes qui la composent ont pu investir collectivement dans du gros matériel. À quelques kilomètres de la ferme de Chassagne, ils ont rénové une friche industrielle pour stocker, trier, transformer et ensacher leur production. Les machines de tri très évoluées permettent de séparer précisément les cultures, comme les lentilles et la caméline, et d'obtenir des produits finaux propres pour l'alimentation humaine. Calibreur, trieur alvéolaire, trieur densimétrique ou colorimétrique, moulin, machine de conditionnement et espace de stockage, tous ces gros investissements sont possibles grâce à la force du collectif. Une manière de bien valoriser le travail de l'agriculteur, c'est d'arriver à rémunérer correctement son travail. Il y a 2 manières de participer à cette revalorisation. D'abord, pousser un peu plus la transformation, pousser un peu plus la valorisation du produit jusqu'au bout, jusqu'à la fin de chaîne, du blé au pain, donc du champ à l'assiette, au consommateur final. La deuxième partie du travail peut être aussi de
se regrouper pour investir collectivement dans des outils de valorisation, en diminuant évidemment les coûts d'investissement et en s'entendant sur les prix payés producteurs avec un système commun de valorisation et de vente directe. C'est en maîtrisant la chaîne de valorisation, de la production aux consommateurs, qu'ils peuvent vivre plus sereinement de leur métier. Toutes leurs productions sont vendues en gros, mais aussi en direct à la ferme 2 fois par semaine ou pendant les marchés de producteurs bio qui s'y tiennent chaque mois. Des débouchés diversifiés qui rendent les fermes du collectif plus résilientes. Et voilà, on vous a montré un mode de production durable basé sur le respect de la vie du sol et de la nature et sur la valorisation économique des filières agricoles, mais aussi sur la mise en commun des outils de production et de vente. La ferme de Chassagne est un très bon exemple de ferme résiliente écologiquement, économiquement et humainement. Pour gérer une ferme comme celle-là, il faut des compétences agronomiques, économiques, de management et de gestion. Les agriculteurs sont des entrepreneurs du vivant. C'est grâce à leur savoir-faire et à leur travail que Céline et François sont parvenus à la stabilité de leur modèle. Merci d'avoir regardé cet épisode sur la résilience des fermes en grande culture, à la découverte ici de la préservation des sols vivants, du travail avec la nature et de la valorisation des filières en collectif. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode en transition pour explorer d'autres initiatives agroécologiques. À bientôt!